Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous emmener en promenade en forêt, parce que la forêt a un impact sur notre santé. Depuis plusieurs années, on le sait, les effets des espaces forestiers sur le stress, la santé mentale ou le bien-être au global commencent à être mesurés. Mais quels sont les effets qui sont concrètement prouvés aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste encore à démontrer? Et si la forêt a un impact sur notre santé, est-ce que la santé des forêts compte aussi? Pour en parler, on a convié sur le plateau deux spécialistes de ces sujets. Avec nous, Laurent Tillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur forestier, vous êtes responsable biodiversité à l'ONF, l'Office national forestier, c'est ça? L'Office national des forêts. Des forêts. Et vous avez également écrit Être un chêne, c'est paru aux éditions Actes Sud. Et puis avec nous à distance également, Bastien Castagnérol, écologue et entomologiste, chercheur en écologie à l'INRAE, à l'Université de Bordeaux. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans Planète Santé. Tout de suite, c'est le focus et il est signé Fanny Griesmer. La forêt peut-elle vraiment faire du bien à notre santé? Alors la question peut sembler évidente. Beaucoup l'ont déjà ressenti après une marche sous les arbres. On revient souvent plus calme, moins tendu, comme si le corps avait un peu ralenti. Mais aujourd'hui, cette impression est aussi devenue un sujet scientifique. Au Japon, on appelle cela le Shinrin-yoku, autrement dit le bain de forêt. Une pratique popularisée dans les années 80, passer du temps en forêt, lentement, en prêtant attention à tout ce qui nous entoure. En Europe, on parle plutôt de sylvothérapie. Derrière ces mots, une même idée, la forêt pourrait avoir des effets sur notre santé. Reste à savoir lesquels et surtout comment les mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui, Fanny ? Alors, les effets les mieux étudiés concernent essentiellement le stress et la santé mentale après des sorties en forêt. Plusieurs études observent une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension artérielle, parfois du cortisol, une hormone associée au stress. D'autres travaux décrivent aussi une baisse de l'anxiété, une humeur plus stable, une fatigue mentale moins marquée. Mais alors attention, il faut rester prudent. Toutes les études ne sont pas comparables. Elles ne durent pas dans le même temps, ne suivent pas les mêmes publics, ne mesurent pas toujours les mêmes effets. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la forêt soigne au sens médical du terme. Elle ne remplace ni un médecin, ni un traitement. En revanche, elle peut jouer un rôle intéressant dans une approche de prévention, notamment face au stress et à la fatigue mentale. Comment ça s'explique, ces effets ? Une partie de l'explication est très concrète. En forêt, on marche. On s'éloigne aussi du bruit, on sort des écrans, ça fait du bien. On quitte pour un moment un environnement urbain très stimulant. Mais les chercheurs s'intéressent aussi à ce qui pourrait venir de la forêt elle-même. Les arbres, par exemple, qui libèrent des molécules naturelles, notamment des composés volatiles. Ce sont eux qui participent à l'odeur, par exemple, du pin, du sapin ou de la résine. Dans les Vosges, il y a des équipes qui cherchent aujourd'hui à mieux mesurer ces composés dans l'air forestier, comment ils varient selon les arbres, les saisons, la météo et s'ils peuvent avoir un effet réel sur le stress, la respiration ou le système cardiovasculaire. L'objectif, c'est de comprendre ce qui agit vraiment, la marche, le calme, les odeurs, l'air, le contact avec le vivant ou l'ensemble de tous ces facteurs. Et ça pose aussi la question des forêts, non ? De la santé des forêts. Oui, tout à fait, parce qu'une forêt qui nous fait du bien, c'est d'abord une forêt qui va bien, évidemment, vivante, diversifiée, en bon état écologique. Une forêt, ce n'est pas seulement un lieu de promenade, non, c'est un milieu vivant, des arbres, des sols, de l'eau, bien sûr, des champignons, des insectes, des oiseaux, tout un équilibre. Or, cet équilibre est aujourd'hui fragilisé par les sécheresses, les incendies, les maladies, les parasites, la hausse des températures. Et quand les forêts sont fragilisées, ce ne sont pas seulement les arbres qui sont touchés, non. Ce sont aussi des espaces de fraîcheur, de biodiversité, de calme, de respiration qui reculent. C'est tout le sens de l'approche One Health. Notre santé est liée à celle des milieux vivants qui nous entourent. Autrement dit, la forêt n'est pas seulement un lieu où l'on va pour se sentir mieux, c'est aussi un milieu dont la bonne santé participe aussi à la nôtre. Merci Fanny, tout de suite le débrief. Laurent Tillon, je vais d'abord me tourner vers vous parce qu'on parle de forêt, mais peut-être qu'il faut redéfinir ce que c'est que la forêt. J'imagine que la forêt, ce n'est pas seulement un groupement d'arbres, c'est en fait tout un écosystème en réalité. Oui, c'est un écosystème et c'est même un monde d'interaction.
Alors, il y a des définitions qui existent et qui sont reprises notamment par l'Institut géographique national, qui réalise tout un tas de statistiques sur la forêt et qui nous a montré que la forêt avait augmenté depuis pas mal de temps. Elle a doublé en 200 ans, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, comment on caractérisait une forêt ? C'est caractérisé par des végétations relativement hautes, de plus de 5 mètres de haut, et puis dans lequel se situent plein d'espèces, tout un tas d'espèces de faune, de flore, de champignons qui entrent en interaction et qui aident l'ensemble de cet écosystème, l'ensemble de ce système à fonctionner ensemble. Les champignons aident les végétaux qui eux-mêmes sont aidés par une faune qui peut les appuyer lors de certaines crises, et en même temps ils hébergent une faune dont ils ont besoin pour certains d'entre eux. Donc voilà, c'est vraiment tout un monde d'interactions qui peut associer parfois des centaines et des centaines d'espèces. Aujourd'hui, comment vont les forêts françaises, pour reprendre un périmètre proche de chez nous, on va dire ? Ouais, alors les forêts françaises aujourd'hui, elles sont vraiment sous la loupe des chercheurs, sous la loupe des forestiers, parce qu'on a plein d'inquiétudes. On a vu depuis 2018, après de longues périodes très fastes, des situations forestières commencer à changer, notamment en zone de montagne, notamment dans le Grand Est, mais aussi, par exemple, au niveau du bassin ligérien, donc vraiment les bords de Loire, les grandes chaînées du bord de Loire ont commencé à montrer des signes de dépérissement. Et ça a vraiment été une source d'inquiétude. Et par rapport à il y a 5 ans en arrière, on a 2 fois plus de mortalité d'arbres qu'on pouvait constater jusqu'à présent. Qui s'explique par Alors, qui s'explique par un phénomène très simple, c'est que nos arbres, aujourd'hui, ont poussé en fonction d'une certaine quantité d'eau pour aller chercher la lumière. Bien sûr. Et le facteur qui leur a permis d'avoir la hauteur qu'ils ont aujourd'hui, prenez par exemple certains chênes de bord de Loire qui peuvent monter à 40-45 mètres de hauteur, il faut quand même que la tuyauterie puisse amener l'eau jusqu'en haut. Les arbres ne sont pas comme les animaux, ils n'ont pas un cœur qui peut envoyer le fluide jusqu'aux différentes extrémités. Donc ils comptent sur des lois de la physique pour réussir à faire monter l'eau jusqu'en haut. Mais en ayant, année après année, tout au long de leur croissance, toujours à peu près la même quantité d'eau, même si certaines années peuvent être plus sèches, globalement il y a toujours la même quantité d'eau. Le problème auquel ils ont été confrontés, c'est depuis 2018, des pénuries d'eau qui peuvent être assez radicales. 2018, 2019, 2020, 3 années successives durant lesquelles certaines forêts ont vu la quantité d'eau arriver diminuer de la moitié, voire 2/3. Les forêts ligériennes, qui étaient plutôt habituées à 1000-1200 mm de pluie par an, n'ont vu que 350 mm de pluie concentrée sur l'automne ou l'hiver, avec parfois plus une seule goutte d'eau pendant plus de 6 mois. Et ça, les arbres, franchement, n'aiment pas parce qu'ils ont besoin vraiment de beaucoup d'eau. Mais il y a un deuxième facteur qui entre en ligne de compte, qui a été un facteur aggravant, c'est des températures extrêmes qui ont commencé à se faire sentir. Et vous voyez, nous, quand on est exposé très fortement au soleil, on met de la crème solaire. Eux, ils ont et pas les de crème arbres, solaire. Les arbres, ce qu'ils peuvent faire, c'est sécréter une petite cire sur les feuilles qui leur permettent de se protéger un minimum. Une autre réaction, c'est de fermer les petites fenêtres qui les mettent en contact avec l'air, mais jusqu'à un certain point. On a vu parfois des températures aller jusqu'à 45 degrés, parfois approcher les 50 degrés au sommet de certains arbres pendant plusieurs après-midi consécutives. Et là, en fait, à partir de 50 degrés, la plupart des espèces qu'on a chez nous, sur nos territoires, ne tiennent pas, en fait, ne supportent pas. Donc si les feuilles du sommet des arbres sont mortes, alors qu'elles étaient censées protéger l'ensemble de l'arbre, et bien progressivement, les feuilles qui se trouvent en dessous ont été aussi mises en contact avec cette lumière directe, ce qui a fragilisé l'ensemble du système forestier. Bastien Castagnerol, qui est avec nous depuis Bordeaux. Pour revenir sur la question que Fanny posait tout à l'heure, est-ce que finalement c'est la forêt elle-même qui nous fait du bien à nous en tant qu'êtres humains, ou est-ce que c'est l'activité physique, le fait d'être en plein air, qui finalement a des effets, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve ?
J'ai envie de vous dire que c'est peut-être un petit peu des 2. C'est-à-dire que, effectivement, les études qui ont été évoquées en introduction montrent bien que quand on prend des gens, qu'on leur mesure la fréquence cardiaque ou qu'on utilise des tests pour mesurer leur niveau de stress avant de les amener en forêt, et puis qu'on refait les mêmes tests après les avoir emmenés en forêt, on constate qu'il y a une diminution de l'anxiété, une diminution de la fréquence cardiaque. Donc, sous-entendu, la forêt fait du bien. Ce qui manque peut-être à ces études, c'est de se dire, et si on avait amené ces personnes, non pas en forêt, mais au bord de la mer? Si on les avait sortis d'un environnement urbain pour les mettre dans un environnement naturel qui n'est pas la forêt, est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes diminutions de la fréquence cardiaque et de l'anxiété? Ben ça, aujourd'hui, on n'est pas complètement en mesure de le dire. Donc on a des études effectivement qui sont vraiment intéressantes et qui suggèrent très fortement que la forêt en tant que telle peut faire du bien. Ce qui nous manque, c'est la preuve que c'est bien la forêt et pas autre chose que la forêt, plus simplement un espace de nature ou un espace de biodiversité. Pour autant, d'ailleurs, la forêt, elle peut aussi avoir une image un peu anxiogène, un espace un peu sombre où il y a des bêtes sauvages. Enfin, comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que tout le monde a un avis positif finalement sur la forêt? Non, je pense qu'effectivement, tout le monde n'a pas exactement le même avis sur la forêt. Et ça, c'est une construction qui est sociale et culturelle. C'est-à-dire que nous, en France, on a une vision assez romantique de la forêt. Et une vision romantique de la forêt, ce sont des grands arbres, belles futaies, avec peu de sous-bois. Alors que si vous avez un sous-bois qui est au contraire extrêmement dense, ben, vous ne savez pas ce qui se cache derrière la fougère, vous ne savez pas ce qui se cache derrière le buisson. Et ça peut effectivement être anxiogène. Des jolies démonstrations de ça sont faites plutôt en milieu urbain, où ce que l'on constate, c'est que quand on interroge les personnes sur leur ressenti vis-à-vis des bois qu'il peut y avoir en ville, bah, d'un côté, on a les personnes qui les trouvent extrêmement plaisants, apaisants, parce qu'on peut se déplacer, faire du sport. De l'autre, on a des personnes qui, au contraire, considèrent que ça peut être anxiogène, justement parce qu'il peut y avoir des choses cachées derrière les buissons, des activités illicites qui sont inquiétantes. Donc, on peut avoir, selon les personnes et selon les cultures, cette ambivalence par rapport à la forêt. Laurent Tillon, c'est vrai que quand on se balade en forêt, on peut rencontrer des tiques, pourquoi pas des moustiques pour peu que l'environnement soit un peu humide. Et c'est là où finalement la préservation de la biodiversité a un rôle énorme à jouer en termes de régulation et j'imagine en termes de transmission de potentiellement maladies à l'homme. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au global, chaque espèce a probablement un rôle à jouer. Alors, il y a plein de gens qui s'interrogent, hein, à la limite, le moustique, à quoi il sert il a un rôle écologique, hein, dans le bon fonctionnement des écosystèmes. C'est à partir du moment où certaines espèces deviennent très présentes pour différentes raisons que là, on peut avoir un problème. Notre collègue entomologiste, M. Castagnerol, pourrait en parler mieux que moi encore, mais par exemple, vous voyez, les dépérissements qu'on a pu observer en forêt génèrent l'apparition de certaines espèces comme des scolites qui enclenchent des maladies sur les arbres. Alors, c'est quoi des scolites? Les scolites, ce sont des tout petits insectes minuscules comme... c'est vraiment un raccourci, hein, que je vais emprunter comme terme, mais c'est comme des petits scarabées qui volent, qui sont minuscules, mais qui mangent l'intérieur du bois et qui peuvent engendrer une accélération des phénomènes de mortalité sur les arbres. D'accord. Mais ces espèces-là, les fameux moustiques, les tiques, à partir du moment où on est dans un système, dans un écosystème qui est bien préservé, qui est riche en biodiversité, eh bien, ils sont contrôlés par tout un tas d'autres espèces qui peuvent s'en nourrir. Les tiques, les moustiques sont consommés par des oiseaux, par notamment des petites fauvettes et des petits trousserolles, c'est-à-dire des petits passereaux qu'on peut voir dans nos paysages. Tout comme les moustiques sont consommés par les chauves-souris, des êtres moi, que j'apprécie beaucoup. J'aime bien aller en forêt la nuit aussi, parce qu'on y trouve toute une biodiversité. Et prenez une pipistrelle, vous voyez, la pipistrelle, ça fait la taille de mon pouce. Ouais. C'est vraiment minuscule, ça fait 4,5 grammes et ça peut manger entre 600 et 1000 moustiques par nuit. Donc ce qui compte, c'est de permettre à nos forêts d'avoir le maximum de biodiversité pour que, quelque part, les risques associés à des espèces comme les moustiques ou les tiques, finalement, soient relativement faibles au regard du risque d'aller se promener en forêt. Bastien Castagnerol, vous confirmez ce qui vient d'être dit par votre collègue ? Oui, tout à fait. On retrouve effectivement en forêt des organismes qui peuvent être
on va le dire très mal, nuisibles, que ce soit pour les arbres ou pour les humains qui s'y promènent. Et pour autant, souhaiter leur éradication complète, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous supprimez, mettons, les scolites dont on parlait tout à l'heure, vous les supprimez. Ce que vous supprimez aussi, c'est tous les organismes qui s'alimentent sur eux, ce qu'on appelle les ennemis naturels. Or, dans 1 an, dans 10 ans, est introduit par accident dans la forêt une nouvelle espèce de scolite qu'on ne connaissait pas ailleurs. Parce qu'on a supprimé les scolites avant, on a aussi supprimé leurs ennemis naturels. Et cette nouvelle problématique qui apparaît par accident ne peut pas du tout être régulée. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que on est obligé, contraint, on doit se faire une raison sur le fait qu'effectivement, il y a des organismes plus ou moins dérangeants en forêt, mais que ces organismes, à partir du moment où ils restent présents à bas bruit, on peut s'en accommoder et on doit s'en accommoder tout simplement parce qu'ils permettent l'existence de toutes ces interactions qui structurent la forêt et qui permettent son fonctionnement correct. Un habitant de la forêt que vous avez mentionné, Laurent Tillon, ce sont les oiseaux. Et on sait que notamment l'écoute du chant des oiseaux a un effet déstressant. Ça fait partie des choses que vous observez aussi? Alors, c'est pas dans mes sujets précis, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui contribue vraiment au bien-être qu'on ressent quand on est en forêt. Pourquoi ? Parce que les oiseaux sont synonymes justement de ces milieux naturels, de ces milieux dans lesquels on n'est pas soumis à tous les bruits ou toutes les pollutions qui peuvent générer du stress pour nous, les humains, quand on est en promenade en forêt. C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à bien entendre les oiseaux, ça veut dire que généralement, il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas de bruit de klaxon, il n'y a pas tous ces bruits qui sont agressifs pour nos oreilles. Je rebondis sur ce que vous dites, sur le fait d'être comme ça un petit peu déconnecté. C'est vrai que quand on prend n'importe quelle application, on va dire, pour se détendre, souvent on a ce chant des oiseaux. On a un peu vous avez le choix entre le bruit des vagues ou de la pluie et puis le bruit des oiseaux. Ouais. Donc le bruit de la forêt a quand même quelque chose d'assez significatif, sans doute. Alors, il joue très probablement un rôle. Il y a quelques études qui ont montré qu'au global, par exemple, quand vous soumettez, par exemple, certains végétaux à des bruits de nature, notamment des bruits d'oiseaux, ils semblent réagir et montrer une croissance légèrement augmentée. Alors, ces études, elles sont plus ou moins controversées. C'est le propre de la science d'aller vers la controverse et puis d'essayer de renforcer certaines hypothèses. Mais malgré tout, il semble que l'ensemble des organismes qui sont soumis à ces bruits d'oiseaux ont l'air quand même de se porter un petit peu mieux. Mais tout ça, c'est un peu à l'image, au final, du fonctionnement d'un écosystème forestier. À partir du moment où il est en bonne santé, il y a beaucoup d'oiseaux et ces oiseaux contribuent à expliquer le fait qu'il y a un contrôle des insectes ravageurs. Donc, quelque part, qu'on est en mesure de proposer une forêt qui va être en capacité de rester en bonne santé naturellement parce que tous les éléments qui contribuent à cette bonne santé sont présents. Qu'en est-il des molécules qui s'échappent des arbres ? Quelles sont-elles et quel rôle ont-elles ? Alors, le mécanisme qui est derrière est associé au fait que nos arbres sont effectivement soumis à tout un tas d'organismes qui tentent de se nourrir de ce que produisent les arbres. En premier lieu, les feuilles qui sont riches en sucre, qui contribuent notamment à la croissance de plein d'insectes. Et il y a notamment un insecte ce printemps qui est très présent, là en 2026, la chenille tordeuse verte du chêne. On a des forêts avec vraiment beaucoup de tordeuses vertes du chêne. La tordeuse verte du chêne, c'est un papillon vert qui sortira au mois de juin, plutôt nocturne. Mais actuellement, on le voit c'est des petites chenilles vertes qui sont présentes sur les feuilles. Certaines feuilles sont enroulées. Lors de nos balades, on peut les observer. Et cette petite chenille, elle mange les feuilles de chêne. La réaction qu'ont les chênes, en réalité, elle est multiple. D'abord, elle change la composition de sa structure pour limiter la possibilité pour la chenille de dévorer la feuille. Mais en plus de ça, elle essaye de communiquer l'information de proche en proche aux feuilles qui sont à côté pour dire « Attention, attaque de chenille tordeuse verte du chêne ». Ce serait un autre organisme, ce serait une autre situation, une autre molécule serait produite par la feuille. C'est fascinant. Et ces molécules-là, elles circulent de proche en proche, de feuille en feuille. Elles sont volatiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces molécules à base d'alcaloïdes
circulent plus facilement dans l'air. Quand on est à proximité d'un verre de vin, on sent des molécules d'alcool. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec les feuilles. Et ces molécules qui circulent dans l'air sont porteuses de cette information. Et les feuilles qui ne sont pas encore attaquées sont en capacité de réagir en détectant la molécule. Bastien Castagnerol, effectivement, on comprend bien l'importance de la préservation de tout un écosystème qui interagit. Aujourd'hui, est-ce que les politiques de préservation des forêts sont adaptées ? J'aurais envie de dire joker. Non, c'est une question qui est extrêmement complexe dans le sens où on a bien pris conscience aujourd'hui de l'importance de la biodiversité et notamment de l'importance de ce qu'on peut qualifier de biodiversité ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a la biodiversité remarquable, les tigres, les ours, tout ce que vous voulez, et puis il y a la biodiversité qu'on ne voit pas forcément, qui est là sous les feuilles quand on gratte la litière de la forêt. On a pris conscience du rôle essentiel que joue cette biodiversité ordinaire dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers, dans le fonctionnement des écosystèmes tout court d'ailleurs, et dans la durabilité de ce fonctionnement-là. De sorte que aujourd'hui, la préservation de la biodiversité, ça fait partie des mesures qui sont pleinement intégrées dans la gestion forestière. Et ça, typiquement, Laurent Tillon pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est évident aussi, et ce qui est peut-être important de mentionner, c'est que quand on parle de forêt, depuis le début de l'entretien, on parle de forêt peut-être avec un F majuscule, mais en tout cas, c'est une forêt très, très, très générique, très, très conceptuelle. Il y a des réalités qui sont extrêmement différentes selon les forêts, selon que l'on considère des plantations de pins maritimes, selon qu'on considère des forêts qui sont le long des rivières, les forêts de montagne, ou alors les très vieilles forêts dans lesquelles il n'y a pas ou peu d'activité humaine depuis un siècle ou deux. La réalité est différente, la biodiversité est différente et les services écosystémiques qui sont fournis par ces écosystèmes aux humains sont également différents. Dans tous les cas, la biodiversité est importante, mais elle n'est pas considérée de la même manière selon le contexte. Il y a une forêt qui est meilleure qu'une autre alors ? Il n'y a pas de forêt qui est meilleure qu'une autre. Ce qu'on pourrait envisager, c'est qu'il y a peut-être des stratégies de gestion qui sont moins durables que d'autres, mais pourtant elles ont un intérêt aussi selon la fonctionnalité que l'on veut faire remplir à la forêt. J'aime bien qu'on puisse activer des choses nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux préserver nos forêts aujourd'hui, Laurent Tillon ? Eh bien, pour rebondir sur ce que disait Bastien Castagnerol, c'est vrai que la forêt, elle est très diverse. Sur les 17 millions d'hectares qu'on a de forêt en hexagone, une bonne partie est d'abord privée. Les trois quarts, 75% de la forêt française est privée. Et l'ONF ne gère que 25% de la forêt française. Donc, il y a une grande disparité dans les propriétés. Parmi la propriété privée, il y a des millions de propriétaires privés qui s'ignorent, pour certains d'entre eux, d'autres qui ont des stratégies de gestion qui peuvent être diversifiées. Nous, en tout cas, pour les forêts publiques, ce qu'on s'est dit, et déjà depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, c'est que la biodiversité était vraiment un moteur. Et on a enclenché des dispositifs de gestion dans toutes les forêts françaises qu'on gère, qui consistent à mettre en place des dispositifs liés à une trame de vieux bois, donc avec des espaces dans lesquels on ne fait plus rien, qui sont réservés vraiment à la biodiversité, qui constituent des refuges, et ça dans toutes les forêts, dans chacune des forêts qu'on gère, plus des arbres qu'on maintient pour la biodiversité au cœur des parcelles dans lesquelles il y a de l'exploitation de bois, parce qu'on est tout simplement dans une société qui consomme du bois. Et donc, partant de ce principe-là, on considère qu'on contribue au maintien des équilibres qui aident qui aident la forêt à avoir la meilleure santé possible. Et c'est ce qu'on observe. On voit le retour de tout un tas d'espèces dans nos forêts qui étaient probablement présentes, mais qu'on n'était plus capable de détecter parce que les effectifs étaient très très faibles. Et aujourd'hui, qu'on voit se réexprimer, notamment au bénéfice des mesures qu'on est en train de prendre. Moi, j'ai une question aussi sur le réchauffement climatique et le fait, vous le disiez très bien tout à l'heure, on a vécu quand même, et on va sans doute en vivre d'autres, des périodes de sécheresse. Bastien Castagnerol, est-ce que demain, nos forêts vont changer complètement de visage ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les essences soient plus du tout les mêmes et les habitants non plus ? Comment est-ce que vous regardez ça ? Ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait arriver. Alors, changer complètement de visage, peut-être pas, mais en tout cas qu'il y ait un renouvellement
progressif des espèces qui sont présentes dans les forêts, c'est une chose à laquelle on s'attend. Tout simplement parce qu'il fait de plus en plus chaud, la dynamique des précipitations change également, et petit à petit, on se dirige vers des climats qui vont être plus contraignants pour les espèces. C'est pas tant le problème que le climat change, c'est le problème que les espèces qui sont aujourd'hui présentes en forêt, dans nos forêts, se sont adaptées à des climats qui sont les climats du passé. Et je vous apprends rien, hein, pour faire pousser un arbre, il faut un certain temps, pour que des interactions se mettent en place entre cet arbre et toute une diversité d'organismes, il faut aussi du temps. Et actuellement, les changements climatiques vont plus vite que la capacité de certaines espèces à s'adapter. De sorte que en France, notamment dans le sud, on constate qu'on a des espèces qui sont en train de dépérir progressivement parce qu'on a des sécheresses répétées, parce que sur ces sécheresses répétées s'installent des problèmes qui sont liés aux insectes ravageurs ou à des champignons pathogènes. Et progressivement, ces espèces-là peuvent être remplacées par d'autres qui sont plus adaptées à ces conditions sèches. Donc petit à petit, effectivement, on va vers une modification de la composition des forêts que l'on a connues. Et justement, alors peut-être que Laurentillon pourra en parler plus en détail, mais en acceptant ce changement-là, on peut aussi décider de l'accompagner et peut-être de le hâter un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau national, on a plusieurs essais, plusieurs expérimentations en cours où l'on plante des espèces que l'on espère être plus adaptées à des conditions climatiques futures. Et ces espèces sont plantées, elles sont suivies régulièrement en termes de croissance, en termes de bon état de santé, d'interaction avec les ravageurs et les pathogènes. Et en étudiant ces espèces-là, on peut avoir une idée de la manière dont on peut dès aujourd'hui anticiper ces changements et commencer à faire un virage dans la composition de la forêt pour garantir que l'on aura toujours des forêts fonctionnelles à l'horizon 2050 et 2100. Rapidement, parce qu'il nous reste 20 Ouais. secondes, la forêt de demain se dessine aujourd'hui, quoi. Oui, elle se dessine aujourd'hui. Le bassin parisien, dans 30 ans, en gros, commencera à ressembler à un climat méditerranéen. Et en complément, l'une des stratégies quand même très fortes, c'est aussi de laisser faire. Les forêts de 45 mètres de haut, on en aura moins. Elles feront plus que 20 mètres ou 15 mètres dans les années à venir. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur ce sujet. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Planète Santé.